Je vous remercie de nous avoir rejoints ce soir afin de participer à cette soirée que j'ai voulu la plus utile possible pour chacun d'entre vous. Parler de la mort reste un sujet difficile. Pourtant, ce n'est qu'en en parlant que l'on peut avancer quand elle a frappé à notre porte. L'annonce d'un décès reste problématique aujourd'hui. Il suscite souvent un silence gêné, des condoléances embarrassées, voire une compassion plus ou moins appuyée. Bref, il semble que dans notre société dite moderne, il soit difficile de trouver les mots justes. Il convient néanmoins de noter que jusqu'à présent, aucune société n'ait réussi à développer une vision de la mort qui permettrait d'en parler tout simplement. Dès l'Antiquité, le philosophe Épicure écrivait que la mort est celui des mots qui donne le plus d'horreur. Aujourd'hui encore, Marie de Henzel, membre de l'Observatoire national de fin de vie, affirme que nombre d'entre nous ont une peur irrationnelle de prononcer ce mot, comme s'ils allaient attraper la mort de la même façon que l'on attraperait la grippe. Il suffit pour s'en convaincre de faire référence à l'anecdote suivante, la création en 2011 du premier salon de la mort, qui s'est tenu au Carrousel du Louvre, s'est heurté à cette résistance psychologique, d'aucuns estimant qu'il aurait été plus adapté de l'appeler salon du départ. Pourtant, ce premier salon, voulu et organisé par Madame Jessie Van Tensolz, a attiré 114 exposants et reçu plus de 14 500 visiteurs. Une certaine forme de déni. Historiquement, les religions, les philosophies, les courants de pensée, quels qu'ils soient, ont toujours cherché à éviter le cœur même du sujet. Pour soutenir cette allégation, il suffit à chacun d'entre vous de se remémorer sa réaction initiale lorsqu'il a reçu notre invitation à participer à cet échange. Il nous vaut votre présence ce soir. Présence qui nous honore et je vous en remercie vivement. Bien que les questions de la vie après la fin soient une obsession omniprésente, il existe peu d'études sur la biologie, le traitement des corps, le personnel funéraire, comme le souligne l'auteur du dictionnaire de la mort, Philippe Di Falco. En fait, il semble que l'on ne parle jamais autant de la mort que lorsque l'on cherche à l'occulter. Pour certains, dans les religions par exemple, le défunt ne disparaît pas. Il poursuit sa vie dans l'au-delà. Ou bien il se réincarne. Pour celui qui a la foi, quelle qu'elle soit, cela peut être réconfortant. Mais pour les autres, qu'en est-il ? Nous sommes donc confrontés à une forme de déni de masse. Pour mieux accepter la mort, qui est un fait inéluctable à toute vie, nous imaginons, nous croyons quel est le commencement de la vraie vie. Où est donc la vérité ? Je crois qu'elle se cache avant tout dans le cœur et dans l'âme de chacun d'entre nous. Ainsi, il est plus facile de parler de la mort en général que d'affronter sa propre finitude. Le problème de la disparition des rites funéraires. Pour le philosophe Pierre Lecause, c'est l'instinct qui commande de se détourner de cette problématique. On retrouve cette attitude au sein même de la famille, où peut apparaître cette véritable occlusion de la parole. Aussi, confrontée à quelqu'un qui est sur le point de mourir, elle lui répond que cela va aller, qu'il va s'en sortir. C'est une manière de ne pas regarder la vérité en face, car c'est toujours très difficile d'évoquer la mort prochaine d'un proche. Notre siècle est particulièrement rétif à ce sujet. Autrefois, on mourait chez soi, entouré de sa famille et de ses amis. Cela faisait partie de la vie, comme le rappelle Marie de Henzel. La mort était alors visible. Combien d'entre vous se souviennent encore d'avoir vu dans leur jeunesse les portes drapées de noir ? De nos jours, on meurt, et j'insiste sur la forme impersonnelle à dessein, on meurt seul, à l'hôpital ou en maison de retraite.
et les symboles du deuil ont pratiquement disparu. D'après certains spécialistes, le tournant de la pratique des rites funéraires et le rejet par la société serait dû aux hécatombes de la Première Guerre mondiale, avec ses cohortes de millions de morts militaires et civils. Désormais, il semblerait, d'après un sondage, que moins d'un Français sur deux considère comme probable qu'il y ait quelque chose après la mort. Ceci explique peut-être cela. Il n'en reste pas moins que la mort reste une question intime. Il semble donc absolument nécessaire que la personne qui va mourir et son entourage soient d'accord ensemble pour l'aborder sereinement. Bien qu'il s'agisse d'un espace de parole compliqué, ce besoin doit provenir des deux côtés pour que le dialogue s'établisse et qu'il soit porteur pour l'un comme pour l'autre. Une chose est sûre, ceux qui parlent de la mort sont ceux qui ont cherché à l'apprivoiser. Je laisse la parole à Raoul, qui a soigneusement préparé cette rencontre et qui va animer le débat ce soir. Merci à lui, merci à vous. Bien, avant de commencer notre colloque, nous allons prendre un petit moment de réflexion et nous souvenir de ceux et de celles qui nous ont quittés. Et je vais vous demander d'avoir la gentillesse de vous lever ou d'observer une petite minute de silence. Merci. Pour intime qu'elle soit, le sujet de la mort reste un véritable tabou dans notre société. C'est pourquoi nous avons voulu organiser ce soir cette manifestation. Je vais, avant que de vous les présenter, remercier chaleureusement toutes les personnes qui sont sur l'estrade ce soir. Elles nous ont fait la gentillesse de répondre favorablement à notre sollicitation. Il s'agit tout d'abord de Madame Haro, qui vit un deuil familial depuis presque un an déjà, et a eu la gentillesse de venir ce soir pour témoigner. De Madame Marie-Chantal Rousseau, présidente de l'association Jalmal Orléans, grâce à qui ce colloque a été organisé, et je la remercie une nouvelle fois d'avoir bien voulu nous aider. De Madame Emmanuelle David, médecin à l'hôpital d'Orléans en soins palliatifs. De Monsieur Benoît Spayot, qui est psychopraticien à Orléans. De Monsieur Monsieur Boucrier, notaire à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Du père de Citiveau, curé de la paroisse de Cléry-Saint-André, et de Monsieur François Bourgeois de la société Caïlis. Chacun et chacune, dans son domaine d'expertise ou à travers son expérience personnelle, contribuera à vous éclairer sur la nécessité de se préparer au mieux à l'échéance finale, tant sur le plan familial que spirituel, philosophique, médical ou juridique. Car à défaut de dédramatiser la mort d'un être cher, qui est et restera toujours une épreuve, il convient d'en anticiper les conséquences pour qu'elle ne soit plus un trop lourd fardeau à porter sur ceux qui restent, mais que son anticipation devienne un véritable cadeau pour la vie. Il s'agit de faire tomber le tabou. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Vous, les jeunes et les moins jeunes, qui nous écouterez ce soir, sachez qu'il y a environ 500 000 personnes qui décèdent chaque année en France.
Ils laissent derrière eux plus d'1 million d'êtres humains dans la peine et qui sont confrontés aux affres du deuil. Le mot deuil vient du latin dolore. Il signifie chagrin. Pourtant, le deuil n'est pas une maladie, comme l'a dit tout à l'heure, mais un processus normal dont on ne peut en aucun cas faire l'économie. En revanche, chaque deuil est unique, singulier dans sa forme et dans son fond, en raison de l'attachement à la personne disparue avec ses proches et ses amis, de la qualité relationnelle à cette personne ou bien des circonstances du décès. Il va falloir s'habituer à l'absence de celui ou de celle qui nous a quittés, quelquefois trop rapidement. Selon le médecin psychiatre Elisabeth Kübler-Ross, on distingue différentes étapes dans le travail de deuil, car il s'agit bien d'un travail de deuil. Tout d'abord le déni ou le choc, puis la colère suivie du marchandage, de la tristesse et de la dépression, et enfin l'acceptation et la reconstruction. Ce travail de deuil ne peut pas se faire en ligne droite. Il y en a autant que de familles endeuillées. Chaque cas est particulier. Madame Rosine Haro a perdu son papa à l'automne 2015 et je la remercie encore d'avoir bien voulu nous rejoindre ce soir pour témoigner devant vous, ce qui, croyez-moi, n'est pas un exercice facile. Bien, vous avez des micros devant vous. Au fur et à mesure, bien, je vous invite à les prendre pour prendre la parole et répondre aux questions et aux sollicitations. Madame Haro, comment avez-vous vécu le deuil de votre papa? Étiez-vous préparé à ce départ? Alors, le départ de mon papa. Allez-y, ça peut. Le départ de mon papa a été et reste une épreuve pour moi. Cette nouvelle m'a consternée et a provoqué une réelle souffrance. Je me suis sentie submergée d'émotions, mêlée de tristesse et de colère. J'avais le sentiment d'avoir été abandonnée par mon papa et j'éprouvais un vif sentiment de culpabilité. Celui de ne pas avoir assez profité des moments que j'ai eu le bonheur de partager avec lui. Excusez-moi. Son départ, bien que prévisible, a été trop rapide. Tous les membres de notre famille et moi-même n'avons été informés de la gravité de sa maladie qu'un mois avant son décès. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'il me quitterait si vite. C'est difficile, quoi. Effectivement, un deuil, qu'il soit soudain ou prévisible, est toujours une épreuve cruelle. Vous étiez-vous déjà vous interrogé sur la mort en général et aviez-vous parlé de la mort avec votre papa? Je ne m'étais pas spécialement interrogée sur la mort et je n'avais pas évoqué sa fin de vie avec mon papa. Pourtant, au plus profond de moi-même, je sais qu'il avait compris qu'il allait bientôt nous quitter. Lors de l'une de nos dernières visites à l'hôpital, il était assis dans son lit et il me regardait, la colère remplie des yeux noirs, ses yeux noirs. Et il m'a dit, de toute façon, je vais mourir. J'étais complètement désemparée, je suis restée silencieuse. Je n'avais jamais vu mon papa comme cela auparavant. J'étais incapable de lui répondre et de lui dire que j'avais compris que l'échéance était proche. C'était trop difficile à supporter. Je suis restée prostrée dans mon silence. Votre papa avait-il pris les dispositions pour ses obsèques? Oui, papa avait pris ses dispositions pour ses obsèques et avait finalisé ses dernières volontés. Il ne disposait pas d'une sépulture familiale. Il n'en voulait pas. Il a souhaité une cérémonie civile toute simple, suivie d'une crémation au IFS et d'une dispersion des cendres au grand cimetière d'Orléans, dans le jardin du souvenir. Il a voulu partir dans un certain anonymat. Ainsi a-t-on remplacé les fleurs traditionnelles par un don à l'association Arcade contre le cancer, par exemple.
Il disposait en outre d'une assurance obsèque dont il nous avait transmis une copie à ma sœur Louise et moi-même, dans le cas où il lui arriverait quelque chose. Cette démarche a été très importante pour nous et surtout très utile dans ces moments de tristesse et de désarroi. Toutes ces démarches nécessaires étant assurées et garanties par ce contrat. Personnellement, avec le recul de l'expérience, je recommande fortement à tout un chacun de souscrire ce type d'assurance, car les démarches sont nombreuses et les frais d'obsèques peuvent parfois être très honorés et entraîner des difficultés financières importantes pour les familles. Yves, pouvez-vous nous dire un petit peu ce qu'il en est au niveau des contrats obsèques? Oui, donc il existe deux formes de contrat obsèques. Le contrat en capital, que l'on souscrit auprès d'une banque ou d'une assurance, et le contrat en prestation, qui est souscrit auprès d'un organisme de pompes funèbres, comme le nôtre. Donc, le contrat en capital permet de bloquer une somme pour couvrir les frais d'obsèques en un seul ou plusieurs versements. Ce montant est choisi par le souscripteur sur la base d'un forfait non détaillé proposé par les banques et les assurances. L'argent est donc placé sur un compte épargne dédié de façon à être revalorisé chaque année afin de suivre l'évolution du coût de la vie, de la mort en l'occurrence. L'inconvénient de ce contrat, c'est qu'il n'engage pas ou peu l'organisme de pompes funèbres sur toutes les prestations voulues par le défunt ou la famille au moment du décès. Donc la famille est susceptible de devoir payer des prestations en plus si elles n'avaient pas été comprises dans ce forfait. Le contrat en prestation, souscrit dans un organisme de pompes funèbres, lui organise réellement les funérailles puisqu'il commence par l'élaboration d'un devis détaillé du cercueil à la construction du caveau. Il permet donc de tout organiser comme on le souhaite. La facture totale est ensuite réglée par un assureur adossé à l'entreprise de pompes funèbres. Donc Caritas Obsèques, nous travaillons avec le Choix Funéraire, qui a un réseau de plus de 400 agences de pompes funèbres indépendantes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de plus en plus de personnes s'intéressent au contrat obsèques en France. Il y aurait en 2016 plus de 3 millions de contrats signés et 10% des décès sont aujourd'hui préfinancés. Et enfin, j'aimerais vous parler d'une autre façon de préparer ces obsèques à l'avance, avec notre organisme Caritas Obsèques. En effet, nous avons mis en place un système tout à fait gratuit qui s'appelle le dépôt de volonté, qui consiste à remplir un petit livret que nous avons fabriqué et qui permet à toute personne qui le souhaite de renseigner tout type d'informations sur ses propres obsèques. Ce livret ne constitue évidemment pas un contrat obsèques parce qu'il n'y a pas de financement, mais il permet d'enregistrer les volontés auprès de notre organisme afin de soulager et de rassurer les membres de la famille au moment du décès. Et Caritas Obsèques s'engage à veiller que les volontés soient respectées. Je resterai évidemment à votre disposition après le colloque si vous voulez nous poser des questions. Merci Yves pour ces précisions. Revenons, si vous voulez bien, à Madame Haro sur les circonstances du décès de son papa. Comment avez-vous appris son décès? Quel sentiment éprouvez-vous vis-à-vis du corps médical? Mon papa était au moment de son décès dans un service de soins palliatifs. Le jour de sa mort, mes enfants et moi-même nous apprêtions à lui rendre visite et au moment de partir, le téléphone a sonné. C'était l'infirmière surveillante du service qui nous a annoncé la terrible nouvelle. Durant des heures et des journées qui suivirent, le corps médical a été très présent et très attentif à nos besoins. Précisément, docteur, quel conseil donneriez-vous aux familles présentes ce soir quand elles sont confrontées à une telle situation, bien qu'il n'y ait pas de règle particulière en la matière, car chaque cas est unique? N'y a-t-il pas des points qu'il faille anticiper à ce niveau? Bonsoir à tous. Effectivement, on peut peut-être essayer de réfléchir ensemble. On entend bien, de par la complexité, d'accompagner un proche jusqu'au terme de sa vie et même après. Je pense qu'il y a peu de choses effectivement qu'on puisse
envisagé dans ce contexte-là pour soulager la peine et la souffrance. Moi, ma position et mon rôle ce soir va être la position du médecin, simplement dans l'objectif de cette soirée, pour vous donner des informations sur les ressources qui existent, et donc en particulier dans le Loiret, quels sont les endroits, en fait, les structures qui peuvent permettre d'accompagner un proche quand il est en soins palliatifs. Je fais juste une petite parenthèse pour redire ce que sont les soins palliatifs. Ce sont une partie de la prise en charge médicale quand des personnes sont atteintes d'une maladie grave dont on sait qu'on ne pourra pas les guérir, et une maladie qui, à terme, amènera le décès de cette personne. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes dans le Loiret, qui vont arriver sur ce stade de leur vie et de leur fin de vie, que les soins palliatifs vont pouvoir se prodiguer, on va dire, c'est en tout cas l'objectif du législateur partout, mais qu'il y a en fait un petit peu de dégradation. Et qu'est-ce qui est à la disposition pour nous dans le Loiret? Il y a évidemment les médecins traitants, les médecins qui travaillent dans les EHPAD, et puis après, quand les situations deviennent plus complexes, il y a différentes structures. La première structure dont je vous parlerai, c'est celle qu'on appelle des lits identifiés de soins palliatifs. Le site, c'est le LISP. Qui sont en fait des lits qu'on peut retrouver dans différentes structures sur le département. Il y en a à Sully-sur-Loire, il y en a à Montargis, il y en a à Pithiviers, qui sont souvent des lits en fait dans des services, soit de médecine, soit des SSR, soit des cliniques, où en fait le personnel a été un petit peu plus formé, où les moyens ont été un petit peu plus majorés pour aider à la prise en charge de ces personnes qui sont en soins palliatifs. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, ça peut ne pas être étonnant qu'un de vos proches, on puisse vous proposer un SSR, alors que vous vous dites bien que c'est pas du tout... le projet n'est pas la rééducation, mais c'est parce que ce sont des services qui disposent de lits identifiés de soins palliatifs. Et puis, l'autre structure qui existe, celle dont parle Madame Arrault, c'est l'unité de soins palliatifs. Donc ça, en fait, il n'en existe qu'une sur le département. Elle se situe sur l'hôpital d'Orléans et elle compte 12 lits. Donc vous voyez, de par le chiffre que je vous annonce, qu'elles sont réservées aux situations les plus complexes et les plus difficiles à prendre en charge, avec là des gens qui sont une équipe pluridisciplinaire pour essayer d'accompagner au mieux, autant au niveau des symptômes que tout l'accompagnement des proches, avec un fonctionnement très particulier où il n'y a pas d'heure de visite, où je dirais, il n'y a pratiquement pas d'heure de repas, c'est-à-dire que tous les repas sont proposés aux patients en fonction du moment, ainsi que les soins. Voilà, donc c'est une petite unité un petit peu protégée, mais qui peut permettre, quelquefois, on va dire, je ne sais pas si le terme est adapté, mais d'adoucir ces moments difficiles. Donc ça, c'est les ressources, voilà, au niveau médical. Après, je dirais juste un petit mot, je ne vais pas monopoliser trop longtemps la parole, mais je pense que ça me semble important dans ce contexte-là de se dire qu'aujourd'hui, notre législation, nos législateurs ont beaucoup travaillé, en particulier sur avant le décès et sur le choix que l'on peut avoir tout à chacun de rédiger des choses qui pourront aider le corps médical à la prise de décision. Ces réflexions ont été faites à la suite d'un certain nombre de citoyens qui ont pu dire qu'ils avaient l'impression que sur la fin de leur parcours, leur vie ou leur choix pouvait leur échapper, et qu'en fait ils avaient des choses à dire sur la façon dont ils voulaient être pris en charge, la façon, les traitements qu'on allait pouvoir leur proposer. Et donc la réponse qui a été donnée, il existe plusieurs choses. Les deux choses dont je parlerai, c'est la personne de confiance. La personne de confiance, c'est quoi? C'est une personne que on peut désigner, donc le malade, le patient, peut désigner, et qui sera le porte-parole de ce patient si à un moment donné il n'est plus en capacité
d'exprimer lui-même des choix. Je donne souvent l'analogie avec la personne qui serait, à qui vous donnez procuration pour aller voter. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un à qui on va demander vous, qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous penseriez qu'il serait bien de faire dans cette situation, mais plutôt le patient, là, aujourd'hui, ne peut plus nous dire ses choix, ne peut plus exprimer ses souhaits. Est-ce qu'il vous aurait dit quelque chose à ce sujet-là? Est-ce que donc ça peut être sur le fait de mettre en place une réanimation, de mettre en place certains traitements ou certaines techniques pour lui. Donc c'est vraiment le porte-parole qui est désigné par écrit, c'est quelque chose, c'est dans les textes de loi, c'est désigné par écrit, et effectivement la personne de confiance, elle aussi doit valider et accepter d'être personne de confiance. Donc ça c'est la première chose. Et l'autre chose, alors vous en avez peut-être entendu parler, parce que ça a fait pas mal les actualités ces derniers temps, il y a eu en 2005 la loi Leonetti, qui avait parlé des directives anticipées, et en février 2016, il y a eu une nouvelle loi qui a été promulguée, qui s'appelle la loi Claes-Leonetti, et qui a eu aussi cette volonté de remettre en avant la possibilité des directives anticipées. Donc les directives anticipées, c'est quoi? C'est se dire qu'en tant que personne, on va mettre par écrit majoritairement les choses qu'on ne souhaiterait pas qu'on mette en œuvre pour nous. Parce qu'on considérerait que c'est de l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que nous on voudrait, si on parle par exemple de mettre un tuyau pour nous aider à respirer, pour mettre une alimentation, mettre voilà, un certain nombre de choses. Et en fait c'est la possibilité qu'on a tous de pouvoir dire ce qu'on ne souhaiterait pas, ou éventuellement ce qu'on souhaiterait, pour notre fin de vie. La précision et la nouveauté de cette loi 2016, c'est qu'il y a eu des décrets qui sont parus en août et qui ont mis en place donc, des formulaires. Donc ça, vous pouvez les retrouver si vous faites sur Internet directive anticipée, loi Claes-Leonetti. Vous avez des extraits que vous pouvez utiliser et qui ont deux cas de figure maintenant. C'est-à-dire soit vous ne vous savez pas atteint d'une maladie, et donc dans ce cas-là, il y a quelque chose d'aigu qui vous arrive. Et dans ce contexte-là, vous essayez d'imaginer ce que vous ne voudriez pas ou que vous voudrez qu'on fasse pour votre prise en charge, ou vous savez atteint d'une maladie grave et incurable, et à ce moment-là, vous mettez aussi vos directives. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est important. L'idée, c'est de se dire que même si sur la fin de notre parcours, on n'est plus en capacité de pouvoir dire des choses sur nous, on a des moyens aujourd'hui de faire passer ces messages-là avec, pour le corps médical, des indications pour être au plus proche du respect et des choix des patients. Merci docteur pour ces conseils. Le rôle du corps médical est absolument indispensable et très important au moment de la fin de vie. Et pour vous, Madame Haro, je pense qu'effectivement, ils vous ont bien épaulé. Néanmoins, avez-vous été soutenu par d'autres personnes durant la phase préparatoire, s'il vous plaît? Le premier soutien que j'ai reçu est avant tout celui de ma sœur Louise et celui de mon compagnon qui a tenu à m'accompagner ce soir et je le remercie. C'est donc autour de la famille que s'est construite la démarche de deuil. Mon papa avait, à travers le choix funéraire, mandaté une entreprise de pompes funèbres d'Orléans, ce qui a été d'un grand secours pour nous, car ni Louise ni moi-même n'avions aucune idée de ce qu'il lui convenait de faire. C'est le conseiller funéraire que nous avons rencontré qui s'est occupé de tout. Nous l'avons rencontré dans les locaux de Caritas Obsèques à Orléans. C'est lui qui, après avoir pris connaissance des dernières volontés de papa, nous a informés sur les démarches à entreprendre et proposer le déroulement possible des obsèques. Déclaration de décès en mairie, soins de conservation, crémation, inhumation, toutes sortes de concepts et d'actions qui nous étaient parfaitement inconnus, que nous avons appris à connaître avec lui malgré notre douleur. Mon papa n'avait pas souhaité être accompagné par l'Église, néanmoins, personnellement, je suis croyant que je prie tous les jours.
Je suis intimement persuadée qu'il y a une vie après la mort et qu'elle est pleine d'amour. Les âmes de nos défunts, en général, et celles de mon papa en particulier, sont autour de nous, et de temps à autre, je suis convaincue que nos morts nous envoient des signes. Il faut être attentif et savoir les reconnaître et surtout les accepter. Voilà une remarque très intéressante, Madame Marot. Mon père, quelle réflexion vous inspire ce point de vue? Comment faut-il se préparer en Église au départ d'un être cher? Souvent, on a l'impression que la volonté du défunt et les souhaits de la famille peuvent s'opposer. Ce n'est pas rare. En réalité, je crois que c'est important de savoir ce que l'on célèbre et pour qui on célèbre. Certes, si la célébration est toujours organisée autour du corps du défunt, et la célébration reprend presque point par point les rites du baptême, mais les paroles que l'on adresse sont toujours destinées à ceux qui restent. Ce sont ces personnes qui ont besoin d'être réconfortées. Et au milieu des rites funèbres, souvent violents, je pense à la mise en bière, à la disparition du visage, l'inhumation ou l'incinération, la célébration prend souvent la dimension d'un temps de paix. Elle a pour but de faire entrer dans l'espérance ceux qui vivent la célébration. Pour ma part, je ne crois pas qu'il soit possible de concevoir des célébrations clés en main, tant il est important que la célébration corresponde à ce que l'on a pu partager lors de la rencontre avec les familles. Souvent, ces rencontres sont des rencontres avec des équipes de laïcs, peut-être parfois avec des prêtres. Mais de plus en plus, ce sont des laïcs qui sont associés à cette mission d'accompagnement des familles en deuil. C'est vraiment là que se joue l'essentiel. Il faut être à l'écoute avant de proposer. Chaque situation, et cela a déjà été dit, est unique. La personnalité du défunt, les circonstances du décès, le traumatisme provoqué dans la famille. On ne vit pas de la même manière la mort brutale, accidentelle, ou la mort prévisible lorsque l'âge ou la maladie ont dégradé la personne. On va proposer divers types de célébrations, des textes, des chants, des musiques, qui permettront à tous de comprendre que la mort est davantage un passage qu'une fin. J'aime aussi reprendre une image de vie, celle de la naissance. Pour naître à une vie d'homme, il faut passer par la mort à l'état utérin. Il en est de même, je crois, pour la fin de la vie terrestre. De la même manière qu'une mère parle à son enfant lorsqu'il est en elle, sans le voir, je pense qu'il est important, au moins au début du deuil, de faire comprendre aux membres de la famille qu'on peut toujours parler aux défunts de manière mystérieuse. J'ai en mémoire ce petit Jacques qui avait perdu Annick, sa maman, lorsqu'il avait 7 ans. Elle l'avait préparé à son départ. Un jour, en colonie de vacances, les autres enfants écrivaient à leurs parents. Jacques est allé s'asseoir au pied d'un arbre, la tête dans les mains. Je suis allé vers lui pensant qu'il avait un chagrin, mais d'un grand sourire, il m'a dit « J'ai besoin d'être seul, j'écris à maman ». J'ai eu aussi d'autres expériences d'accompagnement de familles en deuil. Souvent se faisait jour le regret de ne pas avoir eu le courage de se dire au revoir, de ne pas avoir su comment en parler, afin de ne pas blesser ou faire peur. La célébration, dans ces cas-là, est un moyen de se dire au revoir. À travers un langage rituel, l'Église permet de dire l'indicible, d'oser des mots dont humainement on ne s'en sentirait pas capable. Et cela, je le crois vrai, aussi bien pour des personnes convaincues que pour des personnes éloignées de la foi. Si, mon père. Me permettre de réagir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est assez intéressant, effectivement, parce que certaines personnes qui souscrivent un contrat obsèques et qui choisissent, par exemple, la crémation, demandent que leurs cendres soient dispersées en pleine nature, par exemple, puisque c'est tout à fait légal en France. Ils se disent, bon, bah voilà, je vais faire la crémation, puis mes cendres seront dispersées comme ça. Il n'y aura pas de problème d'entretien de sépulture ou quoi que ce soit. Ça peut être tout à fait naturel comme réaction.
mais ça nous arrive très fréquemment d'être confrontés à des familles qui justement ont besoin d'un lieu pour se recueillir. Donc c'était simplement une petite aparté pour dire parfois on ne sait plus s'il faut respecter les volontés du défunt avant tout ou les volontés de la famille qui a besoin de vivre son deuil. Je rajouterais simplement que dans le cas d'une crémation avec une célébration religieuse, la célébration religieuse précède toujours la crémation. D'où l'importance, effectivement, au niveau des familles, de bien en parler au préalable. Parce qu'effectivement, c'est une difficulté à laquelle nous sommes confrontés lorsque les familles n'ont pas assez parlé de l'événement. Voilà. Madame Arrault, ça va faire bientôt 1 an que votre papa est parti. Comment vivez-vous désormais votre deuil au quotidien? Malgré le temps qui passe, la douleur est toujours aussi vive. Je suis toujours dans le temps du déni. Je n'ai toujours pas accepté sa disparition. Seuls les moments où mon esprit est occupé m'évitent d'y penser et m'épargnent le chagrin. Le départ de mon papa a laissé un grand vide dans mon cœur. Il me manque terriblement. Parfois j'ai l'impression qu'il va sonner à ma porte pour nous rendre visite ou qu'il va me téléphoner comme il le faisait régulièrement. Les premières semaines qui ont suivi sa mort, je dormais très mal. J'ai dû prendre des anxiolytiques et du magnésium pour retrouver un peu de calme. Ensuite, j'ai opté pour des gélules à base de plantes pour retrouver le sommeil, car je ne voulais pas tomber dans la dépendance aux médicaments psychotropes. Vous avez à l'évidence éprouvé de vives difficultés, émotionnelles essentiellement. Vous êtes-vous retourné vers quelqu'un d'autre pour vous aider, un prêtre, un médecin, une association ou un psychologue? Face aux difficultés que j'ai rencontrées et que je voulais surmonter, je me suis décidée à entamer une thérapie psychologique, car j'éprouvais le besoin d'en parler, d'évacuer ma peine et mes émotions, pour me délivrer de ce carcan qui m'oppressait. J'ai donc fait appel à un psychothérapeute d'Orléans. Monsieur Sayou, je précise que vous n'êtes pas le praticien qui a consulté Madame Arrault, mais pouvez-vous nous donner quelques conseils au regard de l'assistance que vous êtes en mesure de produire? Oui, je crois que la première chose que j'ai envie de dire, c'est que le deuil est un état naturel. Lorsque l'on perd quelqu'un de cher, c'est aussi le deuil, une circonstance que l'on peut vivre lorsque l'on perd une situation qui nous est chère, par exemple situation familiale ou situation professionnelle, mais revenons au sujet, lorsque l'on perd quelqu'un qui nous est cher, nous sommes naturellement en état de deuil. Et le mot deuil vient, je passerai les détails, mais a une racine commune avec le mot douleur. Et donc, ressentir des douleurs quand nous sommes en état de deuil, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Vous avez parlé tout à l'heure qu'il était question de faire tomber le tabou, d'anticiper, avec l'idée que ça pourrait participer à diminuer cette douleur. J'en suis convaincu. Et en même temps, c'est pas garanti. Je me permets d'oser le dire. Pourquoi c'est pas garanti? Parce que je suis psychopraticien, mais je suis aussi formateur, entre autres, par rapport à la fin de vie. Je fais souvent un schéma où je montre la naissance. Je fais un cercle, puis je mets un point au centre, et je dis, comme Victor Hugo, le cercle de famille s'agrandit. Et pour la mort, je fais un cercle et j'enlève une part du camembert. Excusez la comparaison, mais ça parle. Il y a comme un arrachement qui se fait. Et cet arrachement, il vient nous bousculer au plus profond de nous et jusque dans l'indicible en nous. Et nous pouvons nous y préparer, c'est conseillé bien sûr, et entre autres le fait d'être là ce soir nous prépare tous à cette mort de nos proches, puis à notre propre mort, mais nous ne pouvons pas mettre de côté le fait que la mort vienne bousculer tout un ordre établi en nous jusqu'au plus profond. Le chemin du deuil, je dirais, c'est un chemin qui va de l'extérieur, la personne que l'on connaissait, et petit à petit, le travail du deuil va nous permettre de l'intérioriser. Vous en parliez tout à l'heure,
l'envie de revoir encore, eh bien cette envie, elle est naturelle, elle est normale, c'est pas une pathologie. C'est important à savoir. Le fait d'avoir des visions, on voit dans la rue d'un seul coup quelqu'un, on se dit c'est lui, c'est elle, et puis ben non, d'un seul coup la raison nous reprend, et on se dit ben non, c'est pas possible, il est décédé. Et donc pendant longtemps, ça peut même être très longtemps, c'est pas une question de jours, c'est une question de semaines, c'est une question de mois, c'est une question d'années. On va être dans un double état, un état où l'on sait pertinemment que la personne est décédée, et un état où l'on ne sait pas, simultanément. Alors, ça peut paraître bizarre de dire un état où l'on ne sait pas, mais si l'on regarde vraiment les choses de près, oui, il y a une partie de nous qui sait, très cartésienne, et puis il y a une partie de nous qui ne sait pas, qui n'intègre pas, qui n'a pas envie de savoir, et quelque part, je dirais qu'il ne peut pas savoir que l'autre est décédé. Et l'on va encore avoir des tas de pensées, des tas d'idées, des tas d'envies, des tas de désirs, comme si on allait encore pouvoir faire avec l'autre. Et donc le deuil va être ce chemin pour intérioriser, et un jour, je me souviens d'un conférencier qui s'appelait, puisqu'il est décédé lui-même, Maurice Coccagnac, qui était venu à Orléans nous parler de la mort. Il nous disait, le jour où la personne est intériorisée, la personne décédée devient un ami spirituel. Alors par spirituel, vous mettez tout ce que vous voulez derrière, chacun en fonction de ses croyances et de son chemin de vie. Mais voilà, il y a un moment où la personne devient une force intérieure. Avant que la personne soit devenue une force intérieure, mais qu'est-ce qu'on fait? On pense à elle, on rêve d'elle, on remémore plein de choses, on trouve des tas de sentiments de culpabilité, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas osé dire, on n'a pas osé suffisamment se parler. Et c'est vrai que c'est important d'oser se parler parce que je constate qu'il y a beaucoup de situations où la famille sait mais ne veut pas compliquer la vie du mourant, et le mourant sait mais ne veut pas compliquer la vie de la famille. Et en réalité, tout le monde complique la vie de tout le monde, y compris des médecins, du corps médical. Mieux vaut oser parler. La colère aussi, colère contre soi, colère contre la médecine. Évidemment, à Orléans, c'est pas bien, il faut aller à Paris, puis Paris, c'est pas bien, il faut aller à New York, enfin, on peut en rajouter. Colère contre Dieu, même pour les personnes les plus croyantes. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a aussi, il m'a abandonné. Et je crois que c'est important, à un moment, d'oser voir ça en face. Oui, j'ai aussi du ressentiment parce que la personne m'a abandonné. Et tous ces sentiments-là sont vraiment légitimes, normaux, importants à accueillir. Le deuil n'est pas une maladie, y compris dans sa part la plus dépressive. Mais c'est quand on aura dépassé tout cela que l'on va aussi, d'une certaine façon, naître à nouveau, naître grandi par ce chemin que l'on a osé vivre. Merci M. Cielo pour ces commentaires, qui seront certainement très utiles à l'auditoire. En ce qui concerne d'autres appuis possibles, est-ce que vous saviez qu'il existe des associations susceptibles d'accompagner les personnes en deuil? Non, je l'ai appris en parlant avec mon conseiller funéraire. Eh bien, nous avons la chance ce soir d'avoir Madame Rousseau avec nous, qui se trouve être la présidente de l'association Jalmal. Madame, vous serait-il possible de nous éclairer sur les objectifs de votre association et de nous expliquer ce qu'elle est en mesure d'offrir aux familles en deuil? Tout à fait. Et donc moi je suis la présidente de Jalmal, c'est une association laïque qui ne comprend que des bénévoles et nous dépendons d'une fédération nationale. Alors nous avons en fait deux moments où nous pouvons intervenir. Avant le décès, nous avons des bénévoles qui sont formés à une écoute par Jalmal, jusqu'à la mort accompagner la vie, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et ces bénévoles accompagnent donc les personnes en fin de vie dans les instituts hospitaliers ou à domicile. Bien souvent, une présence suffit pour le malade, pour calmer son anxiété. C'est la place du bénévole. D'autres préféreront peut-être se confier ou parler de leurs angoisses, de leurs peurs, de leurs questionnements face à la mort. Seul le bénévole est là pour écouter et plutôt parler que de parler à ses proches pour ne pas que les proches souffrent. Le bénévole d'accompagnement soutient également les familles qui savent que la séparation est proche et le fait de pouvoir exprimer ses émotions soulage la famille qui pourra peut-être par là aider à entamer un futur temps de deuil plus serein. Le rôle de l'association, en fait, c'est d'essayer d'apaiser la souffrance morale. Et le deuxième moment, c'est après le décès,
pour les personnes endeuillées, nous avons une équipe de bénévoles qui est formée justement à l'écoute des endeuillés. Nous proposons le Café Deuil. C'est une rencontre conviviale qui permet à chacun de parler, d'écouter parler du deuil, qu'il s'agisse de la perte d'un proche ou de toute autre perte pénible, tout en respectant la douleur de chacun. Nous avons aussi des groupes d'entraide au deuil, animés par ces bénévoles. Alors, le groupe d'entraide se retrouve environ une fois par mois. Chacun peut s'exprimer sur cette impression de vide, de tristesse, de colère ou de toute autre émotion. Ce temps permet d'aller plus loin, dans l'intime, dans la profondeur, et il se crée vraiment un lien de solidarité dans le groupe. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours facile de parler avec son entourage de ses états d'âme, de la personne décédée. D'ailleurs, la relation avec la personne décédée n'est pas toujours la même qu'il s'agisse d'un conjoint, d'un enfant, d'un parent, d'un frère, d'un ami proche. Et chacun se doit de faire son deuil. C'est pourquoi ce groupe vous autorise à vous exprimer et vous libérer sans jugement. Pour adhérer à ce groupe, il vous faudrait prendre contact avec un bénévole pour une rencontre individuelle. Cette rencontre est importante car vous pourrez d'ores et déjà être écouté dans vos difficultés à vivre votre deuil. Quelquefois, une rencontre individuelle suffit pour vous apaiser. Voilà, je dirais simplement, je citerai Albert Camus qui disait que parler de ses peines, c'est déjà se consoler. Alors voilà le rôle de notre association, et sachez que nous agissons toujours dans le non-jugement, dans l'écoute bienveillante, le respect de chacun et dans la solidarité qui est très importante à Jalmal. Merci Madame Rousseau pour ces conseils. Ils sont importants pour la sérénité de chacun face à cet événement tragique qui est la disparition d'un être cher. Dans un autre domaine, Madame Haro, avez-vous eu des difficultés en ce qui concerne les démarches administratives suite au décès de votre père? Durant plusieurs semaines, j'ai été dans l'incapacité d'effectuer une quelconque démarche. C'est ma sœur Loïse qui a eu la gentillesse de s'en occuper. Cela lui a occupé l'esprit. Là encore, vous ne saviez peut-être pas qu'il existe des prestataires spécialisés dans les démarches administratives après le décès. Monsieur Bourgeois représente la société Caïlis. Il nous a fait le plaisir d'être là ce soir. Pourriez-vous nous donner quelques orientations sur ce qu'un prestataire de votre catégorie est en mesure d'apporter aux familles en deuil? Alors Caïlis est spécialiste de l'accompagnement après décès depuis une dizaine d'années maintenant. Notre mission en fait est de prolonger l'accompagnement de l'entreprise de pompes funèbres grâce à la prise en charge complète des familles pour la réalisation de leurs démarches administratives après obsèques. D'accord. Nous accompagnons en fait aujourd'hui plus d'une centaine de familles par mois pour la réalisation de ces démarches. Ceux d'entre vous qui ont été confrontés à l'organisation d'obsèques savent que c'est déjà extrêmement compliqué, comme on a pu le voir précédemment, et qu'après, malheureusement, il faut gérer la partie administrative, contacter les organismes, faire valoir les droits, récupérer les aides, etc. Et aujourd'hui, malheureusement, la majorité des entreprises de pompes funèbres vous remet un petit guide des démarches, fort succinct, ou alors vous conseille de contacter un notaire ou d'aller sur Internet pour trouver réponse à vos questions. Donc nous, on a décidé en fait de proposer et d'apporter un service beaucoup plus complet, puisque notre intervention en fait vise à faire valoir les droits sociaux et administratifs des proches du défunt et à leur faire respecter leurs obligations. Tout le monde a été confronté au moins une fois dans sa vie à des problématiques administratives, il manque un papier, on fait la queue, il manque ceci, etc. C'est encore plus compliqué et démultiplié quand on est confronté à un décès. Et là, on est complètement démunis. Donc nos conseillères, puisque nous avons des conseillères spécialisées qui interviennent par téléphone, et elles ont un double rôle. Elles conseillent d'abord les proches du défunt au mieux de leurs intérêts, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément au courant de ce que l'on doit faire, des choses à mettre en place, des obligations respectées.
Et puis leur deuxième rôle, c'est de rédiger, d'envoyer l'ensemble des courriers personnalisés qui sont à adresser aux différentes administrations et différents organismes. Alors vous me direz, quel est l'intérêt pour les proches du défunt? Puisque on pourrait considérer qu'aujourd'hui, envoyer un bulletin de décès aux administrations et aux organismes suffit à faire valoir les droits. Ben non, en France, si ça se passait comme ça se saurait. C'est beaucoup plus compliqué. Alors l'intérêt, le premier intérêt pour les proches du défunt, c'est de bénéficier de l'expertise d'une conseillère, dont c'est le métier. Statistiquement, on est confronté à l'organisation d'obsèques entre 2 et 3 fois dans sa vie. Je serais tenté de dire comment faire quelque chose correctement quand on le fait 2 fois dans sa vie, quand quelqu'un le fait lui tous les jours. Deuxième chose, les proches du défunt vont gagner beaucoup de temps. L'entretien téléphonique dure environ 1 heure avec nos conseillères. Elles vont faire un diagnostic de la situation sociale et administrative du défunt, des proches, et puis passer en revue tous les organismes qu'il y a à contacter. Elles envoient le dossier à la famille sous 24 heures, ce qui veut dire que la famille, quand elle reçoit son dossier, elle n'a plus qu'à signer les courriers, tout est déjà prêt, les enveloppes sont fournies, tout est fait. Donc là, un gain de temps considérable. Un exemple pour les personnes décédées qui laissent un conjoint survivant, bien souvent il y a ce qu'on appelle les pensions de réversion qui sont à mettre en place. Donc au niveau des caisses de retraite, en moyenne, aujourd'hui, une famille qui s'occupe elle-même de la gestion de ses dossiers de pension de réversion va mettre entre 5 et 6 mois avant de toucher la réversion. Les familles qui ont choisi de bénéficier de notre accompagnement par le biais de l'entreprise de pompes funèbres, en moyenne, touchent leur réversion sous 2 à 3 mois. Ensuite, comme on l'a évoqué, le décès, c'est un contexte psychologique qui est compliqué, qui est difficile. Or, on n'est pas prêt à se battre contre les administrations et on doit faire face à ce contexte psychologique qui est déjà suffisamment difficile et ça ne permet pas aux proches d'aborder sereinement la gestion de leur démarche après décès. Ensuite, la charge administrative engendrée par le décès est très importante. Elle est largement sous-estimée par les proches au moment du décès. C'est vrai que les proches sont concentrés sur l'organisation des obsèques et n'ont aucune idée de ce qui les attend après et qu'ils sous-estiment systématiquement la charge de travail que cela va représenter. Ce sont bien souvent des mois, sans compter le fait que les proches vont recevoir des courriers au nom du défunt, il va manquer un papier, on a l'impression de ne jamais en sortir. D'accord ? En fait, je dirais que faire son travail de deuil doit être la priorité des proches et surtout pas se battre avec les administrations. Alors, une précision avant de conclure. Nous ne sommes pas notaires. Nous ne le remplaçons pas. Nous nous occupons de la partie administrative liée au décès. D'accord ? Seul le notaire a les compétences, notamment, pour rédiger les actes, l'attestation de mutation de propriété, la dévolution successorale, etc., de calculer les droits de succession, et il a un rôle de conseil extrêmement important. Merci Monsieur Bourgeois pour votre intervention, qui ne manquera pas d'avoir intéressé l'auditoire, sachant que c'est quand même effectivement très très compliqué au point de vue administratif. Madame Haro, en ce qui concerne la succession de votre papa, comment s'est-elle déroulée ? Pas très bien, il faut le dire. Mon papa avait contracté une dette considérable. Nous avons opté pour la renonciation de succession. Là encore, je me suis appuyée sur ma sœur, Louise, pour toutes ces démarches dont les conséquences peuvent être très graves pour la descendance du défunt. Ça, c'était une question épineuse pour Maître Bouglier. Sur ce point souvent délicat, notamment dans ce cas de figure, quelles précautions est-il utile de prendre pour éviter d'éventuels problèmes ? Le plus important, effectivement, c'est de pouvoir établir avec le notaire la consistance précise du patrimoine, l'actif et bien sûr le passif qui peut exister. Le principe, c'est que la succession est transmise
aux héritiers, alors soit déterminés par la loi, soit en vertu d'un testament, mais un héritier a toujours la possibilité soit d'accepter la succession, soit y renoncer. L'acceptation, c'est relativement simple, effectivement, c'est l'acte par lequel l'héritier accepte de recevoir le patrimoine qui lui est transmis, mais l'acceptation pure et simple, effectivement, induit d'accepter l'actif, mais également le passif. Et lorsqu'on a un passif supérieur à l'actif, ça veut dire qu'on peut être conduit à payer les dettes sur son propre patrimoine. Donc dans ce cas-là, effectivement, il faut être très prudent, d'autant plus que cette acceptation pure et simple, elle peut résulter d'actes implicites. Vous allez, par exemple, avec une déclaration de portefort, encaisser des fonds qui sont en dépôt près de la banque, ou vous allez vendre des éléments mobiliers du défunt. Ce sont des actes qui vont emporter acceptation et vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc dans ce cas-là, si on a un passif supérieur à l'actif, ça veut dire que les créanciers vont pouvoir se retourner contre vous et que vous allez devoir supporter les dettes du défunt. Alors évidemment, l'héritier, lui, peut également renoncer à la succession. Donc dans ce cas-là, c'est relativement simple en pratique, puisque c'est un formulaire à adresser au tribunal de grande instance du lieu du défunt. Ça, c'est pour l'aspect très pratique. Toutefois, il y a des complications qui peuvent exister, notamment lorsque les héritiers ont eux-mêmes des descendants. Ces derniers peuvent devenir héritiers à leur tour et il va falloir qu'ils procèdent de la même façon aux renonciations. Donc ça, c'est une procédure, effectivement, qu'il faut suivre scrupuleusement, notamment dans le cas d'une succession déficitaire comme on envisage. Et puis le troisième point, pour savoir effectivement et pour expliquer qu'elle existe, c'est lorsqu'on a un doute sur la consistance du patrimoine. On peut avoir des craintes sur l'existence d'un passif qui ne soit pas révélé. Et donc là, il y a une troisième procédure qui existe, qui est l'acceptation en concurrence de l'actif net. C'est très formel, je ne vais pas rentrer dans les détails sur cette procédure, mais le notaire en charge de la succession sera en mesure de pouvoir effectivement vous aiguiller. Et l'idée de cette procédure, c'est qu'on fait une déclaration auprès du tribunal, on fait un inventaire, et suite à ces deux actes, il y a une publication qui est faite au BODAC, et les créanciers ont un délai de 15 mois pour se présenter, se manifester et déclarer leur créance. Passé ce délai, s'ils ne se sont pas manifestés, la créance est éteinte. Et deuxième condition, plutôt deuxième conséquence, c'est que l'héritier qui a fait cette acceptation en concurrence de l'actif net ne sera pas tenu sur son patrimoine personnel. C'est-à-dire que le patrimoine de la succession servira à liquider le passif. S'il reste de l'actif disponible, ça reviendra à l'héritier, mais dans le cas contraire, l'héritier ne sera pas tenu sur ses propres données. Effectivement, un point très très important qui est souvent mal connu au niveau des familles et qui peut poser de sérieux problèmes, notamment aux héritiers. Donc il est très important de contacter un notaire pour cette raison. C'est absolument indispensable. Ne faites pas l'économie du notaire vis-à-vis d'une succession. Merci Maître pour la clarté de vos explications. Il y a des choses qui ont été dites ce soir. Je suis bien conscient qu'il aurait peut-être fallu en dire encore plus, mais il est quand même temps de conclure. Donc je vais demander à Madame Haro quelle leçon de vie vous avez retirée de cet événement majeur qui est la disparition de votre papa, et quelles recommandations vous pourriez faire à l'aune de votre expérience personnelle aux personnes qui vous écoutent ce soir. Alors, tout d'abord, j'ai le sentiment que je ne ferai jamais mon deuil de cet événement. Toutefois, je sais tout au fond de moi qu'avec le temps, le chagrin s'estompera. Je me console en me disant que j'ai eu la chance de vivre de très bons moments avec mon papa. Mais ce n'est jamais assez. Je remercie mon papa pour tout l'amour qu'il m'a offert, pour ses conseils, ses encouragements et sa joie de vivre qui m'ont comblé tout au long de ma vie. J'ai bien pris conscience que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Elle est trop courte et parfois elle ne tient à presque rien. Il faut donc en profiter à chaque instant comme un don partagé avec nos proches. Il faut leur dire combien nous les aimons et ce, de leur vivant. C'est pour moi le message le plus important. Ensuite, il faut préparer l'inéluctable par le dialogue. L'échange au cœur de la famille me semble très important afin de ne pas être surpris par ces éléments. Ainsi, oser parler de la mort
avec toutes les parties prenantes, famille, médecins, psychologues, prêtres, associations, amis, est à mon sens indispensable pour être réellement un cadeau pour la vie. Là, je m'adresse au dernier rang, aux plus jeunes, qui sont là ce soir, et c'est bien qu'il y ait des jeunes ce soir, parce que c'est demain, c'est eux qui vont être confrontés à ces problèmes-là. Donc, n'hésitez pas à parler avec vos aînés de ce moment définitif. Chateaubriand a écrit un jour « Lorsque ma mère m'infligea la vie », il aurait pu rajouter « Elle me condamne à mort ». Et nous sommes tous condamnés à mort, à plus ou moins brève échéance. Le dialogue est le seul moment où vous pourrez partager avec vos aînés et préparer cette unité. C'est vraiment le but de cette soirée. Merci Madame Aron pour votre témoignage. Je sais que c'est une épreuve difficile. Vous avez accepté de venir témoigner. Quand on vient devant des personnes que l'on ne connaît pas et que l'on dit des choses aussi intimes, c'est pas un exercice facile, je le disais au début. Vous avez eu le courage de répondre oui. D'autres personnes m'ont dit non parce que je les ai sollicités. Et je tenais à souligner le magnifique témoignage que vous nous avez donné ce soir. Et pour cela, je demande à l'assistante de bien vouloir vous applaudir. Merci à nos intervenants, dont la qualité d'intervention aura retenu votre attention, j'en suis persuadé. Merci à l'équipe de la médiathèque qui nous a reçus ce soir et qui nous a permis de nous recevoir dans des conditions très agréables. Bien, je crois que maintenant je vais vous inviter à quitter la salle. Un verre de l'amitié vous sera offert et vous permettra éventuellement de poser des questions à nos différents intervenants si vous le souhaitez. Maintenant, si vous avez des questions à la salle, nous sommes prêts à vous répondre. C'est à vous de voir, soit en petit comité tout à l'heure, soit maintenant, comme vous voulez. Merci en tout cas de votre présence. Il nous fait chaud au cœur pour cette première au niveau de Caritas Sec. Nous espérons réitérer sur des thèmes tout à fait différents, assurément. Merci. Simplement, un petit mot. Il me semble qu'il y a des personnes qui représentent des associations dans la salle. Je ne sais pas si elles peuvent se manifester éventuellement pour nous faire part de leur expérience et de leur activité. C'est une association qui s'occupe des personnes endeuillées et qui les soutient, qui les aime. On fait beaucoup de choses pour elles. Donc c'est pas facile non plus. C'est l'après des cérémonies. Et malgré tout, on essaye de les suivre le plus longtemps possible. Nous avons beaucoup de monde et preuve qu'on peut faire le travail à peu près correctement. Nous avons 155 personnes à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui sont aussi riches que nous. La FAVEC, face au veuvage ensemble continu. Voilà ce que ça veut dire. Bonsoir. Bonsoir. Alors la FAVEC, c'est vrai que François-Xavier Durel, donc je suis président de Espérance et Vie, une association chrétienne qui accompagne après les obsèques et après le deuil. Et la FAVEC, donc c'est effectivement, ça a été créé, comme vous l'avez dit, suite à la guerre, par des veuves de guerre qui étaient démunies, et la provocation de la mort pour les vivants après la guerre a été effectivement un tsunami pour tous nos grands-pères, nos arrière-grands-pères. Et la FAVEC est née de cela pour défendre les droits. On a entendu effectivement que vous êtes exprimé sur les droits des familles, aider les femmes avec les enfants qui n'avaient pas de pension de reversion, etc., etc. Voilà. En 1946, après la guerre. Voilà.
Et il y a eu ces femmes qui se sont regroupées, des veuves, ont créé donc 2 associations, une civile, la FAVEC, et une religieuse, qui est Espérance et Vie aujourd'hui, qui est dans tout le territoire de France, dans chaque département diocèse, qui accompagne les veufs et les veuves sous un regard chrétien, mais toute personne endeuillée. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions ou prendre la parole? Juste une information, j'accompagne des cafés des aidants. Il y en a de toutes sortes, mais bien sûr, ce n'est pas après la mort, c'est avant la mort. Bien souvent, la famille a un rôle d'aidant qui est extrêmement éprouvant. Et voilà, donc il y a différents organismes qui ont créé des rencontres pour les aidants, des trucs de soutien pour les aidants, et entre autres une association nationale qui s'appelle le Café des aidants, qui représente maintenant un nombre conséquent de cafés. On oscille entre 100 et 150 cafés à l'heure actuelle. Il y en a un qui a lieu sur Chingy et un autre sur Saint-Denis-en-Val, organisé localement par Famille Rurale. Voilà, je voulais vous donner cette information. Si vous cherchez Café des aidants sur Internet, vous aurez des contacts. Une petite question, donc, je viens pour le notaire. Je viens de perdre ma maman au mois de juillet. Le notaire a traité le dossier à partir du mois d'août. C'est toujours en substance. Y a-t-il moyen de muscler les procédures? Pourquoi est-ce si long? Est-ce qu'il ne faut pas ouvrir la profession pour la dynamiser? Car là, les besoins sont urgents, notamment, ce qu'on a dit, récupérer tous les effets financiers pour payer toutes les factures qui arrivent, et par rapport aussi, comment faire accélérer les procédures de sécurité sociale qui sont censées aider, mais où tout est obligé de passer par la fameuse commission sociale et qui freine beaucoup. Alors effectivement, vous avez la réponse dans votre question, c'est-à-dire que malheureusement, je ne peux pas dire que sur l'ouverture du dossier au mois d'août, qui n'est pas clôturé au mois d'octobre, ce soit un délai long. Malheureusement, parce que l'aspect administratif, comme on a pu en parler tout à l'heure, malheureusement, en cas de décès, effectivement, il y a un certain nombre de procédures et de démarches administratives à réaliser. Le notaire lui-même doit recevoir les éléments pour pouvoir établir les actes. Alors après, tout est au cas par cas en fonction de la situation. Il y a des cas plus simples qui peuvent permettre des régularisations plus rapides, d'autres, malheureusement, qui durent plus longtemps. Voilà, de prime abord, j'aurais tendance à vous dire que malheureusement, je comprends que ce soit effectivement un délai qui puisse paraître long, d'autant plus qu'on s'en rend compte, nous, à notre niveau, c'est que ça fait partie également du travail de deuil. On se rend compte que parfois une succession qui est réglée administrativement rapidement aide aussi effectivement les héritiers à pouvoir faire leur deuil plus facilement. Donc sur ce point-là, si ce n'est qu'à vous inviter à vous rapprocher de votre notaire pour voir précisément ce qui lui manque, c'est la seule solution aujourd'hui qui reste. Mais encore une fois, vous l'avez dit, là on va peut-être pouvoir en parler un petit peu plus, notamment sur les prestations de la sécurité sociale. Ça, c'est pas le notaire qui va pouvoir accélérer les choses, malheureusement. Oui, alors, par rapport à ce que vous évoquez, effectivement, on est dans le cas, je dirais, malheureusement classique, à savoir que l'ensemble des éléments a été confié au notaire et que le notaire, malheureusement, ne peut pas traiter toute cette partie administrative, du moins pas complètement. Sur le principe, la gestion des démarches administratives après décès incombe aux proches du défunt. Donc ça veut dire que c'est à vous de vous en occuper, avec les difficultés que ça représente. Et malheureusement, je répète, le notaire ne peut vous être d'aucun secours par rapport à une démarche à effectuer auprès de la sécurité sociale, par exemple. Lui va gérer la partie successorale, liée au partage du patrimoine du défunt, etc., mais ne gérera pas cette problématique administrative. Et donc là,
Je ne sais pas quelle est l'entreprise de pompes funèbres qui a organisé les obsèques, mais typiquement, vous voyez, peut-être que vous avez pu bénéficier d'un support simple pour gérer vos démarches après décès. On vous a peut-être dit, écoutez, allez voir le notaire ou allez sur Internet, peu importe. Mais aujourd'hui, voilà, vous êtes confrontés à ce que beaucoup de familles, malheureusement, rencontrent aujourd'hui, à savoir que vous êtes désarmés devant les administrations, devant les organismes, la lourdeur administrative, et que malheureusement, le notaire ne peut pas vous apporter l'aide auquel vous pouvez prétendre. Je vous propose éventuellement, après le colloque, d'en parler un peu plus précisément avec Monsieur Bourgeois. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole avant de passer aux choses plus heureuses? Bonsoir, je suis mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre privé, donc j'accompagne des personnes pour lesquelles le juge des tutelles a ordonné une mesure de protection type curatelle ou tutelle. Je voulais juste revenir sur un point que vous avez abordé pendant cette soirée pour témoigner d'une situation que je viens de vivre pour accompagner un majeur qui vient de décéder. Personne qui était seule, pour lequel j'ai donc été nommée pour intervenir auprès de lui en cas d'une procédure de sauvegarde de justice, qui est une procédure d'urgence. Ce monsieur n'avait pas pris des dispositions relatives à ses directives anticipées. Il n'était donc pas connu ses souhaits par rapport à son accompagnement de fin de vie, et en particulier au moment des obsèques. De par la culture présupposée de ce monsieur, qui est franco-égyptien, on pouvait peut-être imaginer deux cultures possibles, donc peut-être deux croyances spécifiques. Sauf que de ne pas savoir quelles étaient les attentes de ce monsieur, il est aujourd'hui, ce monsieur vient de décéder, difficile du coup de pouvoir, moi en tant que mandataire, accompagner ce monsieur justement en essayant d'être au plus près de ses souhaits, puisque je n'ai pas pu les recueillir. Donc c'était juste pour alerter sur le fait que ça peut paraître compliqué quand on a des majeurs, des personnes qui rentrent par exemple en établissement, type EHPAD, qu'on appelait les maisons de retraite, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Quand on pose ces questions-là, justement des directives anticipées, quand on vous pose éventuellement, quand vous accompagnez les proches de votre... dans cette démarche d'entrée en établissement, où on vous demande si vous avez un contrat d'obsèques et si oui ou non vous avez pris des directives anticipées, ou si le majeur, la personne âgée elle-même, a pu prendre ces mesures et est capable de l'exprimer. Parce que les choses peuvent évoluer très vite. La vie, vous l'aviez dit, elle peut être fragile. Et du coup, faute de l'avoir énoncé, on peut être du coup complètement désarmé pour accompagner au mieux au moment du décès ces personnes. Donc c'était juste pour témoigner et renforcer sur le fait qu'il était important de pouvoir en discuter au plus tôt, en amont, comme vous le disiez, sachant que cette personne était seule et n'avait personne autour d'elle, ni personne de confiance, vers qui se retourner aujourd'hui pour pouvoir essayer d'accompagner au plus juste peut-être de ses souhaits. Et que du coup, faute de savoir, j'ai essayé de faire sur moins mal, en ayant toujours la question qui restera en suspens, sachant pas si j'étais au plus juste de ce qu'il souhaitait lui. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir, je m'adresse au docteur. J'arrive dans la ville d'Orléans et grand est mon étonnement d'entendre de votre part que 12 lits sur une si grande métropole sont accordés à des soins palliatifs. Pour quelles raisons n'en sommes-nous que là? Ou cela correspond-il exactement aux besoins d'aujourd'hui? Alors, je vais répondre à quelque chose qui va me faire encore plus bondir. Ces lignes n'existent que depuis 4 ou 5 ans. Jusqu'à il y a 4 ou 5 ans, il existait une unité de soins palliatifs pour l'ensemble de la région centre. Une unité qui se situe près de Tours, à Luynes. Voilà. Peut-être là où j'ai pas été assez claire, c'est que effectivement c'est peu, mais ces lits sont réservés aux situations qui sont considérées comme les plus complexes, avec des symptômes particuliers, avec des prises en charge qui sont compliquées. Et ce que je vous disais au début de mon intervention, c'est que
la plupart des personnes qui sont prises en charge sur leur fin de vie le sont soit sur le domicile, soit sur les EHPAD, donc les maisons de retraite. Voilà, et que donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 12 personnes sur le département qui peuvent se dire que potentiellement ils auront un accompagnement qui correspondra à leurs besoins. Donc c'est, là, et puis du coup je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de parler de l'équipe dans laquelle je travaille. Mais voilà, comme quoi. Parce qu'en fait moi je suis médecin, donc je suis sur l'équipe d'appui départemental de soins palliatifs, du coup ça me permet de faire un tir correctif, qui est une équipe mobile de soins palliatifs, mais qui intervient sur l'ensemble du territoire du Loiret. En fait, on est amené à pouvoir intervenir, une petite équipe, mais on est amené à intervenir pour soutenir ce qu'on appelle les équipes de première ligne, dont je vous parlais tout à l'heure, les médecins traitants, les médecins dans les EHPAD, dans les cliniques, pour des personnes qui vont rester sur leur lieu de prise en charge, mais pour lesquelles on a besoin d'adapter la prise en charge. Et nous, on intervient donc sur l'ensemble du territoire du Loiret. Et ça, c'est quelque chose, une formule qui existe sur chaque département de la région centre, avec une spécificité. Et en fait, si on regarde dans les chiffres, au final, la région centre n'est pas si mal dotée que ça. Après, il y a eu des choix politiques, on va dire, dans les prises en charge, mais ça date d'il y a plus de 10 ans maintenant. C'est-à-dire qu'au niveau de la région centre a plutôt été valorisé ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, des lits identifiés, c'est-à-dire des lits qui sont dispersés dans des structures. Et là, nous sommes, en particulier le Loiret, très bien dotés par rapport à d'autres départements. D'autres territoires, d'autres régions de France ont fait d'autres choix. C'est-à-dire, si on prend la région Nord, elle a, il y a 10-15 ans, valorisé les unités de soins palliatifs. Et donc, ils ont beaucoup plus d'unités de soins palliatifs. Par contre, ils ont beaucoup moins de lits identifiés. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du choix politique. Mais ne partez pas ce soir surtout en vous disant si on est tiré au sort on aura de la chance et sinon tant pis pour nous et surtout tant pis pour nos proches. Non, c'est pas le cas. Il y a un maillage mais qui est confronté à une graduation, on va dire, des situations de prise en charge de fin de vie. J'espère que ça va rassurer un petit peu. Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, que je trouve très, très touchant, ces situations de personnes seules, je voulais apporter une précision. D'autres personnes autour de moi me diront si jamais je me trompais. Je crois qu'il faut différencier les directives anticipées qui sont vraiment d'ordre médical, les dernières volontés qui disent bien ce qu'elles disent, c'est-à-dire comment est-ce que l'on souhaite être entouré d'un rituel pour nous mener, comme on dit, à notre dernière demeure, que ce soit une inhumation ou que ce soit une crémation, merci. Et ensuite, le testament qui dit ce que l'on souhaite que devienne ce qui nous appartenait. Maître, j'ai une petite question pour vous. Tout à l'heure, vous avez expliqué que quand, dans le cas de Mme Baron, quand le passif était vraiment trop lourd et que la dette était importante, la famille peut renoncer donc, à l'héritage. Oui. Et donc, du coup, il n'hérite pas de la dette, mais du coup, qu'est-ce qu'elle devient cette dette? Alors, plusieurs cas de figure. Effectivement, ce qu'on appelle les héritiers en premier rang ont renoncé. Donc là, on va regarder dans la loi qui est appelé à hériter derrière. Donc on est censé effectivement faire les renonciations comme ça, jusqu'au dernier degré successif, c'est-à-dire 6e degré. D'un point de vue très pratique, le notaire en charge de la succession, lorsque les héritiers immédiats ont renoncé, va écrire au tribunal, au procureur, pour que soit nommé le service des domaines en qualité de curateur de la succession. C'est-à-dire que les services des domaines vont liquider ce qu'il y a à liquider, ils vont vendre les actifs et vont pouvoir éteindre partiellement la dette. À partir du moment où tout a été liquidé et que tous les héritiers ont renoncé, eh bien les créanciers ont perdu la dette et elle est définitivement éteinte à ce moment-là. Une dernière question, je crois. C'est simplement une réflexion au sein du mouvement que je côtoie. Donc c'est spécialement des veufs et des veuves
le conjoint. Et on côtoie beaucoup de familles avec des enfants, et ça rejoint la réflexion précédente. On est très soucieux, on voit qu'il n'y a aucune protection des enfants qui atteignent 18 ans et qui héritent d'une énorme somme de leur papa ou de leur maman, sans que le papa ou la maman survivante puisse protéger cet enfant contre cette somme d'argent. Donc il y a certainement des protections. Alors, je parle des gens qui ont perdu un papa et une maman avant 2001, entre autres, et il y a eu 2007 où il y a eu une modification que je ne connais pas spécialement. Mais dans notre mouvement, les drames familiaux sont énormes lorsque l'enfant, 18 ans, n'est pas capable de gérer son patrimoine que le notaire, le banquier, lui donne. Hier, tu n'as rien, demain, tu as tout. Légalement, effectivement, il a atteint la majorité, il peut disposer de son patrimoine. Alors, il peut mettre éventuellement des parades, c'est-à-dire que si le défunt avait préparé un testament, justement, dans ce cas-là, on peut envisager, mais il faut que ce soit limité dans le temps et justifié, une mise en possession progressive des fonds. Il faut que ce soit limité dans le temps et progressif, parce que l'héritier, de toute façon, à sa majorité, pourrait aller devant le juge en demandant de supprimer cette charge particulière, en demandant, en invoquant qu'elle n'est plus justifiée, ou en tout cas qu'elle n'est pas justifiée. Là, on a parfois ce souhait qui est émis par des personnes qui veulent faire leur testament, de pouvoir prévoir une mise à disposition échelonnée. Merci beaucoup, merci à tous pour votre participation de ce soir. Je vous invite maintenant à passer dans l'autre pièce pour partager ensemble une collation. Merci beaucoup.